du sable entassé par cette machine Caterpillar. Des fers à béton 8 et 12 à découvert. Nous sommes sur le nouveau site de la ferraille de Ndautré dans la commune d'Abobo. Ici, ces artisans ferrailleurs sont privés de travail. Motif, les 2 ponts reliant la voie express de Ndautré à la nouvelle casse se sont écroulés. La forte pluie qui s'est abattue dans le district d'Abidjan dans la nuit du lundi 4 au mardi 5 mai serait à l'origine. Il n'y a plus de passage, les artisans sont obligés de garer de l'autre côté de la voie. Et le pont artisanal qui avait été fait de l'autre côté dans le temps est coupé carrément. Et encore le pont même qui a été fait où tout le monde, tous les artisans comptaient sur ce pont-là. On a vu faire ça ici. Ils ont envoyé des gens, des entrepreneurs faire le travail. Bon, en tout cas, on n'a rien vu, puisque au début seulement de la forte pluie, la première forte pluie qui est venue, voici le constat. L'écroulement des ponts de la nouvelle ferraille d'Abobo Ndautré. Une situation qui crée déjà beaucoup de désagréments aux usagers. Il n'y a pas de route, on ne peut pas passer. Le pont est coupé, on est obligé de garer là. Désagréments qui, selon ce machiniste de l'entreprise en charge de la construction des ponts de ce nouveau site de la casse d'Abobo Ndautré, seront bientôt résolus. Les artisans ferrailleurs de la nouvelle casse d'Abobo Ndautré souhaitent que ces ponts soient réhabilités le plus rapidement possible afin de leur permettre de reprendre leurs différentes activités. Ces 3 jeunes gens ne séviront plus. Ils viennent d'être mis aux arrêts par les hommes du commissaire Niagne Honoré de la police criminelle pour délit de meurtre avec préméditation. Retour sur les faits. Le 18 mars dernier, la jeune Karine Kragbe s'est rendue à la Riviera 2 sur invitation de son petit ami. Depuis cette date, elle n'est plus retournée à la maison. Inquiet, son frère aîné saisit les services de la police criminelle. Leurs investigations permettent d'interpeller le propriétaire du dernier numéro à avoir échangé avec la victime, qui se trouve être son petit ami. Interpellé et interrogé, il passe aux aveux. Il affirme avoir assassiné son ami à Benjeville dans les environs de la cité Féekessi, où il lui a tranché les mains au fin de les vendre au prix de 12 millions de francs CFA à des individus qui voulaient faire prospérer leurs affaires. Donc elle a pris le couteau pour la poignarder, elle a commencé à crier. Elle était couchée, elle traînait. Donc elle a pris le couteau et puis pour la piquer encore. Et il explique qu'il est rentré en moi, il m'a sur retenu, ce qu'il lui avait demandé, il a eu à prendre pour l'envoyer. Les 2 autres complices ont quant à eux reconnu avoir incité le copain de la victime à leur trouver une main humaine car un homme d'affaires connu sous le nom de Boss en avait besoin. Ainsi, après leur forfait, ils se rendent à l'hôtel où loge l'homme d'affaires avec les mains tranchées de leur victime. Mais ne l'ayant pas trouvé sur place et ne réussissant pas à le joindre au téléphone, ils se débarrassent du butin devenu gênant dans une broussaille à la Riviera Palmeraie. Ces 3 individus seront conduits devant le parquet d'Abidjan pour meurtre avec préméditation et complicité. Vous êtes 10, c'est ça? On part ce soir? Oui. Comme ces acteurs, ils sont nombreux ces jeunes Africains à braver les intempéries de la Méditerranée pour aller chercher fortune en Europe. Le 21 avril dernier, 800 migrants clandestins vont laisser leur vie en mer lors du naufrage d'un chalutier. Pour sensibiliser l'opinion et attirer l'attention des pouvoirs publics africains, l'ONG Vivre a projeté un film, La Pirogue, du réalisateur sénégalais Moussa Touré. Ce film est bienvenu parce que mine de rien, c'est nos jeunes frères qui meurent chaque année voulant aller chercher, je dirais, le luxe à l'étranger. Alors que bon, c'est mieux de souffrir au pays ici pour s'en sortir plutôt que d'aller chercher ce qu'on appelle luxe, alors que c'est la souffrance même qui est là-bas. L'immigration clandestine est un drame collectif. Et il faut pour cela traiter le mal à la racine, soutient les responsables de l'ONG Vivre. 800 personnes ont été, j'allais dire, passez-moi l'expression, avalées par l'océan. C'est à partir de là nous nous sommes dit, vraiment le moment est venu pour agir, pour sensibiliser. Je pense que l'initiative de cette ONG de présenter ce problème, surtout avec l'actualité de tout ce qui vient de se passer à Lampedusa, je crois que c'est vraiment une très bonne opportunité et ils sont à encourager, ils sont à saluer. L'immigration clandestine, une véritable tragédie humanitaire de ce 3e millénaire au regard des chiffres selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. En avril dernier, l'on a enregistré plus de 1000 migrants disparus et 34 000 morts au cours de l'année 2014.
50 jeunes titulaires du Bac+2 seront formés gratuitement au métier de la boulangerie et de la pâtisserie grâce au fonds d'appui à la promotion de l'artisanat. Une action qui vise à professionnaliser le secteur. Trop souvent en Côte d'Ivoire, on rentre dans certains métiers par hasard. Par chance, on dit c'est un créneau que je peux faire. Eh bien, tous les métiers s'apprennent. Et pour faire bien un travail, il faut en connaître tous les tenants et aboutissants. Et là, vous avez des apprentis qui seront formés à la fabrication du pain et de la pâtisserie, mais également à la gestion de leur établissement. Le formateur pense que le projet est salutaire, ce qui va rendre le métier de la boulangerie plus compétitif. Je considère que l'amélioration de la qualité, je dirais, du pain en Côte d'Ivoire, de la pâtisserie en Côte d'Ivoire, passe par la valorisation des hommes, parce que dans toutes les entreprises de l'artisanat, la première richesse, c'est d'abord le capital humain. Occasion pour le président des boulangers de remercier les autorités ivoiriennes qui assainissent ainsi le secteur. N'importe qui venait dans la profession et ce n'était pas normal. Et c'est ce que le gouvernement a compris. Il a demandé qu'on sorte le pain dans l'informel. Selon le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME, ce projet pilote va s'étendre à tous les jeunes désireux d'exercer le métier de boulanger-pâtissier. 440 000 orphelins et enfants vulnérables du fait du VIH-Sida vivent en Côte d'Ivoire selon l'ONU-Sida. Cette frange de la population vit dans des conditions difficiles et la majorité reçoit de l'aide de la part des ONG, organisations non gouvernementales et des personnes de bonne volonté. Au nom des bienfaiteurs, l'ONG Enfants sans Sida, engagée pour la cause des enfants infectés par le VIH-Sida. Le soutien que nous apportons, mettre en place un groupe de soutien. Et ce groupe de soutien, c'est un cas de déchets, de partage des expériences, où ces enfants partagent des expériences. La deuxième des choses, en ce qui concerne leur éducation, nous essayons de voir est-ce que ces enfants, effectivement, au niveau de leurs conditions de vie en milieu scolaire, est-ce qu'effectivement il y a des difficultés auxquelles ils sont confrontés. Comment amener à surmonter leur choc affectif vis-à-vis de leur statut sérologique. Les orphelins et enfants vulnérables du fait du VIH-Sida sont victimes de stigmatisation et même d'abandon par la société. La situation inquiète. L'ONG Enfants sans Sida entend accompagner les autorités ivoiriennes afin d'apporter assistance et compassion à ces enfants qui en ont besoin. À 22h, à la minute où les bureaux de vote ferment, le visage de David Cameron s'étale sur les murs de la BBC. Les sondages sortis des urnes de la chaîne publique sont sans appel. Le Premier ministre sortant a créé la surprise en frisant la majorité absolue. Il parvient même à améliorer le score de 2010 qui l'avait conduit au pouvoir, alors que tous les experts pronostiquaient un coude à coude avec son challenger travailliste. C'est un résultat étonnamment bon pour David Cameron. Si ça se confirme, il a remporté une grande victoire. Le travailliste Ed Miliband, qui avait conduit une campagne offensive, ne parvient pas à s'imposer. Son parti recule, perdant selon les projections environ une vingtaine de sièges. L'autre grande victime du scrutin, c'est Nick Clegg, le responsable du parti centriste libéral-démocrate. Il ne sauverait qu'une dizaine de députés. Si les projections se confirment, David Cameron aura deux options. À quelques sièges seulement de la majorité absolue, il peut choisir de gouverner seul en cherchant des soutiens de circonstance au Parlement. Ou bien reformer une coalition avec comme partenaires possibles les libéraux-démocrates et les conservateurs nord-irlandais. Il a juste besoin du soutien des libéraux-démocrates, qui deviennent un tout petit parti, ou des unionistes d'Irlande du Nord, qui de toute façon votent toujours avec les conservateurs. Donc en fait, je pense qu'il serait tout aussi facile pour lui de faire un gouvernement composé uniquement de conservateurs. Former un gouvernement devrait finalement être beaucoup plus facile que prévu pour le leader conservateur, mais pas présider aux destinées d'un royaume plus désuni que jamais. Car l'autre grande gagnante de ce scrutin, celle que les commentateurs appellent déjà la reine d'Écosse, c'est Nicola Sturgeon, le chef de file des indépendantistes écossais. Elle raflerait selon les estimations la quasi-totalité des 59 sièges de députés écossais, rayant les travaillistes de la carte dans leur traditionnel bastion. Une victoire lourde de menaces pour David Cameron. Avec un tel bataillon au Parlement, les députés écossais ne tarderont pas à réclamer un nouveau référendum sur l'indépendance, avec cette fois les meilleures chances de le gagner. Pas de récolte cette année pour Minne Sauzier. Des éléphants ont détruit son champ et mangé le maïs.
Un problème fréquent d'après les habitants de Mabele, un village au nord du Botswana. Les pachydermes circulent librement dans ce parc d'Afrique australe et certains champs se trouvent en bordure d'un parc naturel. Pour Minsosier, pas de doute, la situation s'est détériorée depuis que le gouvernement a interdit la chasse en janvier 2014. Pendant les dernières saisons de chasse, j'ai pu récolter parce que les éléphants étaient tués. Mais cette année, avec l'interdiction de la chasse, je ne pourrai pas récolter quoi que ce soit parce que les éléphants ont détruit mes cultures. Ça me stresse beaucoup, je ne sais pas comment on va survivre avec mes enfants. Le salaire de mon mari ne suffit pas. Avant 2014, la chasse était autorisée mais encadrée. Certains regroupements de villages disposaient d'un quota d'animaux, éléphants, buffles et autres, qu'ils pouvaient abattre. Des permis de tuer que des agences de safari rachetaient très cher pour des clients fortunés. Dans beaucoup d'endroits, le tourisme photographique, qui est l'alternative à la chasse, ça ne marche pas. Soit parce qu'il y a trop peu de faune dans une zone très vaste, soit parce qu'il n'y a pas les infrastructures nécessaires, ou des maladies, etc. Donc la chasse, c'est une option pour tous les gouvernements. Et beaucoup le font de façon réussie, comme le Botswana pendant plusieurs années. Le Botswana abrite plus d'un tiers des éléphants africains et ses parcs naturels et réserves privées attirent de nombreux touristes chaque année. Le gouvernement veut que les bénéfices du deuxième secteur économique du pays profitent à tous sans tuer les animaux. La chasse ne fournit des emplois que pendant la saison désignée. C'est une forme de revenu basée sur la consommation. Nous préférons des formes de revenus durables qui permettent de préserver les espèces. Mais à Mabele, de source de revenus, les éléphants sont devenus une nuisance aux yeux des habitants. La chasse rapportait plus de 400 000 € par an au groupe de 5 villages dont fait partie Mabele. Avant, on disait aux villages « protéger les espèces pour en tirer des bénéfices ». Mais maintenant, ce n'est pas évident de changer les mentalités et de dire « protéger ». Protéger, dans quel but? Au Botswana, pays exemplaire en termes de protection de la faune sauvage, le débat sur la chasse n'est pas d'ordre moral. Même certains guides anti-chasse craignent que l'interdiction ne conduise les plus désespérés à tuer sans discernement, au lieu de suivre des règles conçues dans l'intérêt de la préservation de l'espèce.